Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de notre série Si c'est pour la culture, on l'a déjà donné, qui me donne l'occasion d'une troisième conversation avec Vincent Guerre, antiquaire et miroitier. Vincent Guerre, bonjour. Bonjour. Je signale à nos auditeurs qui peuvent entendre quelques bruits inattendus ou inhabituels, mais c'est la présence d'un chien curieux et qui souhaite découvrir ce que sont les studios d'enregistrement. Vincent Guerre, nous avons parlé dans notre première conversation du métier d'antiquaire, dans notre deuxième conversation de cet étonnant chantier dont vous avez été le miroitier, qui est le chantier de la Galerie des Glaces. Et donc, on a rappelé que les miroirs de la Galerie des Glaces ne pouvaient être que des miroirs au mercure, que le mercure est interdit depuis 1850, que par conséquent, vous ne pouviez remplacer, quand il y avait lieu de remplacer les miroirs, que en allant chercher d'autres miroirs antérieurs à 1850 qui vous permettaient de faire votre travail. Mais indépendamment de ce travail de chercheur, de fouineur, qui vous a permis de trouver le matériau dont vous aviez besoin, en démontant, en mettant à l'abri, en réparant, en remplaçant des miroirs, vous avez découvert sur ce métier de miroitier des choses que vous ne connaissiez pas et qui n'étaient portées à la connaissance des miroitiers par aucun texte ou par aucun document d'époque. Alors effectivement, c'est là avoir une telle chance de pouvoir corroborer d'une part tout ce que vous pouvez connaître ou supputer et d'avoir sous les yeux, sous les mains l'essence même de ce travail, ça a été vraiment une grande partie du plaisir que j'ai pu avoir sur le chantier de la galerie. Après, il y a des petites choses, par exemple, ce qui peuvent paraître anodines, mais par exemple, savoir exactement ce qu'étaient tous les miroirs de la Galerie des Glaces étaient biseautés. Et donc, il a fallu se pencher sur le sujet, de savoir si on allait rebiseauter les miroirs, les 48 miroirs qu'on a changés ou pas. Donc, savoir comment était fait un biseau à l'époque. Et à l'époque, les biseaux étaient faits à la main, étaient faits par transparence avant que le miroir soit lui-même mercurisé. Et donc ça, c'est une chose qui a disparu aujourd'hui, puisqu'on me demande de travailler sur les miroirs anciens qui ont leur teint d'époque. Et donc, on ne travaille plus du tout de la même manière pour faire des biseaux. Ils sont des biseaux beaucoup plus mécaniques. Donc, ils n'ont pas la même pente, le même degré d'inclinaison. Et donc, d'avoir sous les doigts, de pouvoir caresser ces biseaux, m'a permis d'être sûr maintenant de pouvoir reconnaître un biseau d'époque ou un biseau beaucoup plus tardif. Il y a plein de petites choses comme ça sur la découpe ou sur la manière de placer, de fixer au mur avec les baguettes de bronze, enfin sur les parties panotées avec les baguettes de bronze dorées. Voilà, toutes ces petites techniques fines de miroitier, de menuisier, j'ai pu les avoir sous les doigts et être sûr maintenant de savoir comment ça se faisait. C'était et toute cette découverte et toute cette matière qu'on avait nous ont poussé, entre autres avec Saint-Gobain, à faire aussi des analyses sur le matériau même pour prouver. Les écrits étaient là, les architectes avaient trouvé les écrits on pourrait dire aujourd'hui les factures, mais prouvant que les miroirs avaient été commandés à Cherbourg. Mais on a corroboré tout ça avec des petites analyses, avec des petits éléments qui ont été analysés par Saint-Gobain, et grâce à la soude, les éléments de soude et de potasse qui ont été trouvés dans la composante des verres de la galerie, on a pu prouver qu'ils venaient bien tous de Cherbourg, parce que la soude avait été faite à base d'algues, de cendres d'algues, et non pas de bois de hêtre comme ça pouvait être le cas dans une autre usine. Donc voilà, toutes ces petites choses-là, on les a appris grâce à notre travail sur la galerie. Alors, je n'ai pas pensé à vous poser la question dans notre précédente conversation, mais vous étiez combien pour vous occuper de ces miroirs ? Ah, voilà le chien dont j'ai parlé tout à l'heure qui trouve que ma question n'est pas pertinente. Oui, parce qu'il n'était pas là à l'époque et il ne m'aurait pas pu m'aider. Et en tant que miroitier, on a fait le chantier à deux.
Donc on était très proche des miroirs pour ces raisons de sécurité dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, on a fait vraiment ça à 4 mains à l'époque avec un de mes ouvriers qui est arrivé, que j'ai formé sur la galerie, puisqu'il est arrivé une semaine avant le début du chantier. Donc on s'est vraiment apprivoisé et on s'est vraiment intéressé au chantier de manière très personnelle et très proche, puisqu'on a vraiment fait ce chantier à 4 mains. Et avec vous deux, vous avez coopéré avec d'autres corps de métier, ou bien vous étiez seul à vous occuper des miroirs, puis les autres, ceux qui étaient chargés des autres parties de la galerie des glaces, que ce soit le plancher, etc. Alors, pour ce qui était des miroirs, on a vraiment travaillé à deux, tout seul, mais par contre, vous pouvez pas faire autrement que de travailler avec les autres personnes, que ce soit la direction au niveau des architectes, et après, les menuisiers qui sont sur le support, les bronziers qui ont réparé les baguettes en bronze, qui nous ont aidés aussi à les refixer correctement, les marbriers, parce qu'il y a une grosse présence de marbre dans la galerie. Donc ça, c'était vraiment, pour moi, une des choses les plus intéressantes. C'était de coopérer avec ces gens-là et de récupérer de la connaissance dans des domaines parallèles, mais qui sont des... pour un résultat qui est la galerie des glaces. On pouvait pas faire, enfin moi, je ne pouvais pas faire autrement que de m'intéresser à tout ce qui était autour des miroirs. Et quelqu'un avait une vue globale de ce qui était en train de se passer, de cette rénovation de l'ensemble de la galerie? Tout à fait, vous aviez un comité de suivi avec des yeux et des oreilles assez nombreux. Tout ça étant piloté par monsieur Frédéric Didier, à l'époque était l'architecte en place. Donc vous aviez vraiment un collège de sachants qui surveillait notre travail, avec lequel on communiquait quand il y avait une question à poser d'ordre historique, et faire ci ou pas faire ça, choisir de biseauter ou de pas biseauter, par exemple, les miroirs, était une question qui s'est longtemps posée. Et en fait, c'est un peu comme une restauration de peinture où vous agissez par toutes petites touches. Quand vous le voyez de loin, ça vous paraît totalement uni et intégré dans la peinture, mais ça permet à un historien qui, lui, s'approche de plus près de la peinture de savoir quelles sont les parties encore d'époque et les parties qui ont été restaurées. Mais quand vous regardez la galerie des glaces, vous avez une vision absolument unie, parce qu'on a vraiment choisi les couleurs de miroirs adéquates. Mais par contre, tous les miroirs qu'on a remplacés ne sont pas biseautés. Donc vous pouvez vous-même, à l'œil nu, dans la galerie, faire un petit jeu et vous dire de l'arcature 1 à 17 quels sont les miroirs qui ont été changés ou pas. Donc, parce qu'ils ne sont pas biseautés. Après la restauration de la galerie des glaces, d'abord, est-ce que, vous disiez tout à l'heure, beaucoup de journalistes se sont intéressés à cette affaire, mais est-ce que cette restauration a fait l'objet d'un documentaire, d'un film? Est-ce qu'on peut le voir? Oui, il y a eu beaucoup de films de journalistes. Il y a eu un film qui s'appelle, j'ai oublié le plus long, c'était en 2004 et 2007, mais il y a un petit film documentaire qui existe, et vous avez des très jolis livres et parutions qui ont été faites avec l'aval de monsieur Hamon, qui était un historien très compétent qui travaillait pour Saint-Gobain. Donc il y a des parutions sur lesquelles on peut se documenter, oui, tout à fait. Et après ce chantier de la galerie des glaces, est-ce qu'on vous a proposé d'autres chantiers de rénovation, sinon comparables, parce que en importance à la fois symbolique et réelle, il ne doit pas y en avoir beaucoup de chantiers importants, mais est-ce que on vous a fait des propositions qui vous ont conduit à des chantiers aussi intéressants? Alors, une galerie des glaces, il n'y en a pas 36 au monde, donc ça, je pense que ce sera à tout jamais un chantier pour moi qui sera un chantier assez unique. Mais par contre, il y a d'autres chantiers d'État qui ont eu lieu. Il y a aux Archives nationales, on a réinstallé les boiseries qui provenaient de l'hôtel de la Vrière, qui avaient été récupérées et qui ont été à la chancellerie, qui ont été réinstallées à la chancellerie d'Orléans. Donc j'ai eu la chance de participer à ce chantier-là, qui est l'autre chantier, disons, chantier d'État important auquel j'ai pu participer. Oui. Ça avait été l'objet de diverses polémiques, la Banque de France ayant conservé pendant très longtemps toutes ces boiseries tout en disant qu'elle ne les avait pas. Mais bon, je voudrais simplement qu'on en vienne maintenant à l'autre de vos activités, celle d'antiquaire, et d'antiquaire particulièrement spécialisé dans les cadres. Comment vous arrive
la demande, enfin quelle est la demande, je dirais, pour ce qui est de cette activité? Alors ça, c'est une activité aussi à laquelle j'ai un peu participé à la création, parce que notre métier mon métier d'expert dans les cadres m'a amené à créer des ventes publiques de cadres, à assister des commissaires-priseurs sur une spécialité qui jusqu'à présent n'avait jamais vraiment été traitée. Et petit à petit, ça a évolué. Et au départ, il y a quelques dizaines d'années, quand j'ai commencé, on vendait du stock de cadres. C'est-à-dire que vous aviez des professionnels qui achetaient moult cadres de telle et telle et telle époque pour alimenter leur stock et pour pouvoir après pouvoir répondre aux besoins de leurs clients. Et petit à petit, on s'est transformé. En fait, je suis encadreur en vente publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Monsieur Philippe Meyer va venir me voir demain, après avoir connu nos compétences, pour venir faire encadrer une œuvre. Et va donc venir essayer de voir si j'ai les dimensions et le cadre qui puisse magnifier une œuvre que vous possédez. Mais donc on est vraiment des encadreurs. Donc ça, sur une centaine d'objets, on vend 80% des objets sont faits pour encadrer une œuvre précise. Donc c'est une nouvelle manière d'encadrer. Et au lieu d'aller chez votre encadreur du coin, on pousse le jeu de la collection jusqu'à pouvoir aller trouver un cadre ancien qui corresponde ou à l'époque ou aux dimensions ou les deux quand c'est un miracle. Donc c'est une nouvelle manière d'encadrer. Mais les dimensions, ça ne correspond jamais. Alors, très rarement. Heureusement aussi, de temps en temps quand oui. même. Il y a d'abord ce qu'on avait été créé à la fin du 18e, le tableau des figures. C'est-à-dire que les marchands de toiles et de châssis avaient inventé un tableau dans lequel vous aviez des figures, des paysages ou des marines avec des dimensions de châssis régulières pour leur faciliter leur travail et leur travail commercial. Donc déjà, vous avez des cadres qui souvent ont été faits d'après ces dimensions-là, pour les mêmes raisons commerciales. Donc vous pouvez trouver vous pouvez trouver des cadres à dimension. Puis il y a certains cadres que vous pouvez modifier. Alors pas tous. Il y a certaines fois où je refuse totalement de le faire parce que ça peut dénaturer le cadre lui-même. Mais une moulure, il faut savoir qu'une moulure Louis XVI, ce qu'on appelle traditionnellement par exemple les raies de cœur, raies de perles, c'était fabriqué par des jeunes gens qui dès l'âge de 14 ans étaient dans les ateliers et jusqu'à la fin de leur carrière sculptaient de la raie de cœur et de la raie de perles. Et n'importe quel client qui arrivait, c'était des longueurs de 2 mètres et quelques, et on découpait aux dimensions du client pour encadrer. Donc ces choses-là continuent à exister, on en trouve aujourd'hui, et donc vous pouvez trouver, on peut modifier certaines dimensions pour les adapter à vos demandes, quand c'est techniquement possible, en respectant l'objet. Alors, il y avait donc des gens qui fabriquaient les cadres Louis XVI sous Louis XVI, mais aujourd'hui, il y a encore des gens qui fabriquent des cadres, je veux dire en dehors des encadreurs dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors, il y a eu une grande évolution. Il y a eu le XVIIIe siècle a été une période fantastique en France pour tout le travail des arts. Donc, on a inventé beaucoup de choses. Au XIXe, on a repris beaucoup de modèles, on les a agrémentés à une sauce un petit peu différente. Le XXe siècle a été un peu le parent pauvre, avec quelques très grands faiseurs de cadres. Tous les grands de l'art déco, les Ruhlmann, Prince et autres, ont fabriqué quelques modèles de baguettes et on trouve des choses assez intéressantes. Mais ça a été finalement assez pauvre. On peut citer quelques industriels, la maison Bouche par exemple, qui estampillait certains cadres, qui a travaillé à Paris, puis s'est exilé à Clermont-Ferrand. Mais il y a peu de choses sur le XXe siècle. Et maintenant, je pourrais dire que ce qui est compliqué dans l'encadrement, ça a été remplacé presque par l'architecture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui intègre un tableau peut penser largement en avant à l'intégration de la toile dans son intérieur. Et ça arrive très souvent qu'on ait des architectes qui prévoient des emplacements pour une toile ou pour une sculpture, et donc on a magnifié encore la notion d'encadrement, est allé encore plus loin que ce qu'on avait pu imaginer jusqu'alors. Donc oui, on encadre encore. Après, tout est possible. Vincent Guerre,
Je vous remercie. J'invite les auditeurs à pratiquer le jeu que vous leur avez suggéré, c'est-à-dire celui d'aller à la Galerie des Glaces et de chercher les 48 miroirs. Les 48 miroirs. Et puis arcature par arcature. Et biseau ou pas biseau, telle est la question. Telle est la question. Merci Vincent Guay.